beaucoup perdent leur vie dans la Méditerranée qui est devenue un cimetière à ciel ouvert, mais aussi dans le Sahara, que beaucoup de femmes et de garçons aussi meurent dans ce chemin long pour espérer avoir une vie meilleure. Pour cette première table, nous avons invité Issa Kadri, professeur émérite des universités, sociologue et ancien directeur de l'Institut Maghreb Europe, Université de Paris 8, qui va nous présenter une communication sur des nouvelles migrations et des questions qu'elle pose aux États-nations dans le contexte de la globalisation. Et aussi M. Salim Chenna, chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde et auteur d'un ouvrage Les traversées migratoires dans l'Algérie contemporaine. Donc il va nous présenter une communication sur la diversité des migrations transnationales en Algérie, mais aussi avant tout pour la dignité des hommes et des femmes. Donc sans trop tarder, je passe la parole à Issa Kadri. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Sabah al-khair, salam alaikum, Azul Foulaoun, bonjour. Donc je disais, j'ai le redoutable privilège d'ouvrir cette journée d'études ou de travail en parlant d'un point de vue de cadre général et de faire en sorte de donner un point de vue qui est le point de vue de l'académicien, disons entre guillemets, l'universitaire ou je dirais scientifique, même si ce mot est galvaudé, pour un petit peu cadrer les choses et de savoir de quoi on parle, parce qu'il y a effectivement des interférences politico-idéologiques, de sociologie spontanée, des dits ici ou là, des rapidités de discours sur ces questions, qui fait qu'on amalgame beaucoup de choses. Et donc il faut, d'un certain point de vue, serrer les choses et dire ce que les mots disent. On va le voir dans un moment, notamment sur ces catégories de migrants. Alors, pour aborder cette question, je vais essayer de voir quelques points, de situer ça dans une perspective historique, parce qu'on ne peut pas comprendre les choses aujourd'hui si on ne réfère pas ça à l'histoire, de cadrer presque en introduction, je dirais, la question des migrations d'un point de vue d'histoire. Ensuite, dans un deuxième point, de déconstruire les notions, les catégories, les concepts qu'on utilise dans cette affaire, et de voir ce qu'il y a derrière comme présupposé politico-idéologique. Troisième point, de revenir sur l'État, qui me semble important, les contrôles des États, le rôle de l'État et des sociétés, puisque c'est une affaire qui concerne l'État et les sociétés, de ce qui se passe donc, dans cette problématique des rapports État et société. Et enfin, peut-être, si j'ai le temps, de terminer sur la question de l'universalisme, la question de la commune humanité qui nous réunit, qui serait quelque chose qui pourrait être bien comprise, une sortie de ces questions. Mais là encore, je pense qu'on est bien optimiste compte tenu du contexte aujourd'hui. Alors, si je reviens à la perspective historique, je dirais qu'on parle aujourd'hui de crise migratoire. Depuis 2015, tout le monde y va, une grande crise migratoire qui n'aurait pas vu l'équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale avec des déplacements de population énormes. On l'a vu sur les Syriens dans l'été 2015. Et donc, il y aurait quelque chose de tout à fait nouveau. On peut le voir comme ça. Il y a peut-être sans doute des choses, disons, qui rebondissent et qu'on peut qualifier de nouvelles. Mais il y a dans cette histoire des choses anciennes. Et je pense qu'il faut revenir à ce qu'on peut appeler, je ne voudrais pas vous ennuyer avec des concepts ou des théories, mais disons cette analyse des migrations, moi je la situe à partir d'une notion qui est utilisée dans les sciences sociales, qui est la notion de génération. La notion de génération. La génération, non pas comme classe d'âge, c'est-à-dire les vieux, les jeunes, ou les gens qui ont tel âge ou tel âge, les cadras, les quinquas, etc. Mais la génération comme espace-temps. La génération, il y a un auteur anglais, britannique d'origine hongroise, Karl Mannheim, qui a écrit en 1953 un ouvrage qui s'appelle Les générations. Et les générations, il donne une définition des générations comme un espace-temps, comme un moment historique. La génération de la guerre de libération nationale, la génération de la décolonisation, la génération du développement, la génération tiers-monde, etc. Donc c'est un espace-temps.
La génération, c'est un espace-temps, dit-il, avec un événement fondateur, la Première, la Deuxième Guerre mondiale, les indépendances, etc., et qui se déploie dans la même respiration idéologique, dit-il, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes thèmes et problèmes quand on parle à l'échelle du monde, thèmes et problèmes, donc les mêmes référenciations, les mêmes identifications des individus dans l'espace monde. Alors la génération des migrants, c'est pour ça que j'ai intitulé ma communication « Les nouvelles migrations », c'est une génération qui démarre avec la chute du mur de Berlin. On est aujourd'hui dans une nouvelle génération historique qui démarre à un moment en 89 avec la chute du mur de Berlin. D'ailleurs, les premières migrations à ce moment-là viennent de l'Est et l'Europe s'attendait à ce qu'il y ait des vagues migratoires terribles. Il y en a eu un petit peu, mais en réalité, ça s'est stabilisé, comme on l'avait pensé d'ailleurs pour la Tunisie quand il y a eu la chute de Ben Ali. Dans l'approche de Karl Mannheim, il distingue des strates générationnelles, des sous-périodes générationnelles, et qui s'inscrit dans la domination du libéralisme ou du néolibéralisme, on verra ça, et qui est dans la même respiration idéologique, le rôle de l'individu, la place de l'individu, les formes d'individuation, la question de la liberté. Et donc cette génération de 89, elle définit de nouvelles migrations. Pourquoi? Parce qu'avant 89, disons jusqu'au milieu des années 80, on a ce qu'on avait appelé les vieilles migrations. Les vieilles migrations qui sont des migrations qui se situent dans la période coloniale, et qui se continue après la période coloniale jusqu'à la fin des années de croissance en 76-80, c'est-à-dire au moment de l'entrée dans le chômage structurel de longue durée en Europe, à partir du milieu des années 70, où les États arrêtent l'immigration de travail, notamment la France et l'Algérie, à l'époque boumedienne, avaient arrêté cette immigration de main-d'œuvre. La première génération de migrants, c'est une génération paysanne qui devient ouvrière. Et qui, d'ailleurs, pour ce qui est de l'Algérie, a été le fer de lance de l'idée indépendantiste. Vous savez que l'idée d'indépendance est née dans l'immigration, elle est née dans l'étoile nord-africaine, dans les années 20, elle s'est continuée à travers le PPA, la deuxième étoile, le PPA, le MTLD, le PPA dont les statuts ont été déposés à Nanterre. Et donc l'idée indépendantiste est née dans l'immigration. Et cette immigration paysanne et ouvrière se termine à partir des années 70, c'est-à-dire vers les années, disons, 75. Et une nouvelle génération de migrants démarre à partir, on peut dire, des années 80-90. Ce n'est pas des moments précis, mais ça se fait dans des transitions à partir. Alors ces nouvelles migrations, je vais les caractériser dans un moment. Mais il faut savoir que ce moment générationnel, et on en est là dans un contexte extrêmement caractéristique, qui est le fait qu'on a une crise des États-nations aujourd'hui. La crise de l'État-nation est très forte aujourd'hui. Depuis ces dernières années, on parle même d'États faillis en Afrique, d'États faillis. Il y a une crise de l'État-nation où l'État-nation n'arrive plus à faire le lien national, ou une crise des nationalismes, même s'il y a des retours populistes, crypto-nationalistes, mais une crise des nationalismes. Et il y a une crise des identités, c'est vraiment une phase qui concerne à peu près, j'allais dire, l'espace-monde, une crise des identités et un développement des mouvements sociaux dans l'espace-monde qui sont des mouvements sociaux qui sont dans l'exigence de participation citoyenne. C'est-à-dire où les individus, vous le voyez avec Podemos, avec les indignés, avec les mouvements en Amérique latine, Wall Street, avec Nuit debout en France, avec le mouvement des bonnets rouges. Et donc il y a là des mouvements sociaux, disons, qui partent du bas, qui veulent s'approprier leur vie, exercer leur citoyenneté, disons, par opposition aux États ou par opposition à l'État et sortir du cadre politique obsolète, c'est-à-dire des partis politiques qui ne représentent plus rien. On l'a vu d'ailleurs dans la prise du pouvoir, j'allais dire, ou l'élection de Macron, puisqu'il s'est appuyé sur un mouvement social par le bas, même si aujourd'hui il est en train de revenir vers un cadre plus organisé de partisans, etc. Et donc il y a, de ce point de vue-là, de nouvelles exigences identitaires. On est dans ce moment où il y a des tensions entre ce qu'on peut appeler des injonctions supranationales et des exigences identitaires. Les injonctions supranationales étant celles de l'Europe par rapport aux États, étant celles du FMI, de la Banque mondiale, on le voit, étant celles, disons, des grandes multinationales, par rapport à ces exigences identitaires
localisé, territorialisé. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans un certain nombre de mouvements et un certain nombre d'actions, notamment en Catalogne, en Corse, en Écosse, etc., où il y a de nouveaux mouvements sociaux qui vont dans ce sens. Alors ce contexte définit de nouvelles migrations. Ces nouvelles migrations sont plus paysannes. C'est des migrations de jeunes diplômés, de jeunes instruits, disons, qui sont le produit d'écoles de massification d'éducation dans les pays du Sud, puisque l'école a été au centre, il y a eu développement de la scolarisation, de jeunes qui ont des capitaux culturels relatifs, on peut dire, de jeunes diplômés. On n'est plus dans la paysannerie et les catégories se diversifient. Donc les jeunes diplômés, il y a les femmes. Aujourd'hui, un migrant sur deux est une femme. Plus d'un migrant sur deux est une femme. Il y a les mineurs migrants non accompagnés. Et les mineurs migrants non accompagnés, aujourd'hui, ça augmente beaucoup. Plus de 40% des migrants en Méditerranée étaient des jeunes de moins de 18 ans. Il y a des jeunes mineurs tout seuls qui migrent. Et ça augmente de manière assez considérable, notamment dans les pays du Nord, en France, en Espagne. Moi, j'ai visité des centres de jeunes mineurs de 10-12 ans qui partent seuls, un peu comme les femmes d'ailleurs. La migration des femmes est une migration de femmes seules qui s'émancipent du national et de la communauté et qui s'émancipent de la tradition. C'est plus la migration de regroupement familial. Vous avez donc des mineurs, vous avez des femmes, des jeunes diplômés, vous avez d'autres catégories que sont les scientifiques. Vous avez les médecins, vous avez les artistes, vous avez les journalistes, vous avez les informaticiens. Donc, il y a, de ce point de vue-là, de nouveaux migrants. Mais ce qu'on voit ces derniers temps aussi, c'est d'autres catégories qui émergent avec cette transformation du monde, que sont les réfugiés climatiques, les réfugiés politiques, les demandeurs d'asile, ceux qui fuient les guerres, on va caractériser. Je disais donc, toutes ces catégories sont nouvelles et elles nous renvoient à analyser ce qu'on entend par migrant. Parce que dans migration et migrant, on met n'importe quoi. Et à mon avis, il faut revenir à des définitions très précises, même s'il y a, moi j'ai relevé ici, des définitions institutionnelles, ici ou là, internationales, UNESCO, ONU, etc., organisations internationales, ce sont les migrants, même les réfugiés. Est-ce qu'il y a un réfugié, est-ce qu'il y a un migrant? Partir donc de la Convention de 51 reprise en 67. Donc il y a des choses à définir de manière très précise. Alors dans les sciences sociales, aujourd'hui, on ne parle plus de migrants. D'ailleurs, certains disent que finalement, certains parlent de mobiles, c'est des gens mobiles. Parce qu'il faut revenir sur déconstruire ces notions comme migration, mobilité, circulation, déplacement. Il y a une sociologie des déplacements. Aujourd'hui, il y a des travaux au Canada sur les déplacés dans Saint-Domingue, en Amérique latine, etc. Et des déplacés internes, pas simplement des déplacés vers quelque chose. Donc il faut revenir sur ces notions, les analyser, les définir de manière très, très précise. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, comment peut-on qualifier des Marocaines qui vont à Huelva travailler pendant 3 mois, qui sont là, et donc qui sont salariés, puis qui rentrent au Maroc et qui reviennent, donc c'est des travailleurs épisodiques. Est-ce que c'est des migrantes? Est-ce que c'est du travail salarié? Est-ce que c'est quoi? Par rapport à des Français qui vivent au Maroc, aujourd'hui il y a 80 000 Français qui vivent au Maroc, on les appelle les expatriés, pas des migrants. Et ils sont installés au Maroc, et c'est pas des vieux, hein. C'est des jeunes qui ouvrent des entreprises, qui travaillent dans l'agriculture, dans le tourisme, dans les services, etc. Et donc, que veut dire migrant aujourd'hui et que veut dire réfugié? L'Europe, débat de ce que veut dire réfugié, de ce qu'est dire réfugié par rapport à migrant économique. Comment peut-on faire la part du migrant économique et du réfugié? La question devient centrale. Et donc, du droit. Il y a un article sur à Oran, les diplômés prennent le large, un article sur les migrants, les jeunes migrants algériens, les Haraga qui partent d'Oran, mais il y a 2 pages sur la nouvelle loi de migration de Macron. Quelles sont les catégories de réfugiés? De quel pays viennent-ils? À partir de ces définitions, on voit aussi qu'il y a un certain nombre de transformations par rapport aux anciennes migrations, que sont les transformations dans les circulations. On n'est plus dans des formes de circulation duel entre le pays d'origine, enfin le pays colonial et le pays qui a colonisé le pays colonial, comme ce qui a été entre la France et l'Algérie, ou le Maroc et la France.
les circulations se diversifient, se complexifient, vont dans tous les sens. On peut voir qu'aujourd'hui, les Marocains vont dans les pays du Golfe, les Algériens vont même en Malaisie, en Indonésie, etc. Les choses se complexifient du point de vue des circulations. Des pays d'émigration deviennent des pays d'immigration, comme l'Algérie, ou des pays d'immigration deviennent des pays de transit, comme la France, par exemple. Beaucoup de Maghrébins qui vont en France s'installent à un moment, notamment chez les étudiants, et repartent au Canada pour revenir après avec des nationalités vivre en Europe, en France ou en Italie. Donc, les choses se complexifient du point de vue des réseaux. Même si la famille reste importante, du point de vue de ses circulations, la famille n'est plus simplement le pilier du point de vue des circulations. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des catégories qui s'émancipent de la famille et qui s'émancipent du groupe, mais qui sont des procédés. On parle d'ailleurs d'acteurs aujourd'hui, c'est-à-dire de stratèges migrants. Les réseaux sont des réseaux, disons, professionnels, sont des réseaux politiques, sont des réseaux ethniques. Il y a des travaux sur des filières en Italie, en Turquie, etc., qui sont caractérisées comme telles. Les logiques aussi, elles se complexifient. Je viens au troisième point que je voulais développer, c'est la question de l'État et de l'État-nation. Les États, on le voit, et on peut le voir un peu partout dans le monde aujourd'hui, ça construit des murs partout, entre le Mexique et les États-Unis, même en Australie, il y a des petites îles qui sont des États qui deviennent des portes fermées par rapport à des îles de rétention, etc. Le contrôle de l'État se fait de plus en plus fort par la production de discours et de pratiques sécuritaires. On sait aujourd'hui qu'il y a dans les sciences sociales, une modalité de production de ce discours qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout, aussi bien en Europe qu'ici. C'est qu'il y a une logique de production des discours sécuritaires qui part, par exemple, première chose par rapport aux migrants, et on l'a vu par rapport à des grands officiels algériens, le Premier ministre et son ministre des Affaires étrangères qui ont développé ce type de discours. D'abord, c'est la rhétorique du nombre, c'est-à-dire qu'on dit des chiffres. Et ces chiffres ne sont jamais précisés. Pour l'Europe, par exemple, on va vous dire il y a des vagues qui arrivent, c'est des milliers, etc. C'est des barbares, finalement, entre guillemets, qui arrivent. Et cette rhétorique du nombre, elle couvre, disons, les réalités pourtant très diversifiées. Par exemple, si on prend l'Espagne, ou si on prend d'ailleurs l'Europe de manière générale, les subsahariens représentent la dernière catégorie dans les migrants. Dans les statistiques officielles, si vous prenez l'Espagne, les premiers migrants, c'est les latinos. Si vous allez en Italie, c'est les Albanais, c'est les gens qui viennent de l'Est. Si vous allez en France, c'est les Algériens. Je veux dire par rapport à des statistiques officielles de résidents et donc de gens qui sont régularisés, on a les subsahariens qui sont vraiment en bas. La rhétorique du nombre, elle occulte, si vous voulez, la diversité des choses et elle permet, disons, de faire passer du discours idéologique, de dire, voilà, c'est des vagues. Et d'ailleurs, on parle de flux, ce qui est quand même extraordinaire parce que c'est des êtres humains. En réalité, c'est des êtres de chair et de sang qui migrent, on le voit, qui risquent leur vie. Et cela est occulté par ces chiffres. Et on a, depuis la litanie des chiffres, voilà, il y a tant qui arrive. Et ça fait, en réalité, les choses sont très différentes. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut savoir de quoi on parle. Les pays du centre n'arrivent même plus à savoir combien ils ont de migrants, ce qu'on pourrait appeler irréguliers, clandestins, sans papier, etc. Là aussi, à définir les choses. Deuxième élément, la question de l'étiquetage ou du stigmate. Et ici en Algérie, ce qui a été très vite dit, et on le trouve même ces discours extrémistes en Europe, c'est qu'ils sont porteurs du VIH. On avait même dit, c'est ceux qui portent Ebola, c'est des trafiquants, développent la fausse monnaie. Et ça a été dit sur les Algériens, ça a été dit même sur les Italiens. Dans l'histoire de l'immigration française, il y a eu des programmes anti-italiens au XIXe siècle. Chaque catégorie devient ciblée à travers un certain nombre de caractéristiques et essentialisée sur ces caractéristiques. Une chaîne publique algérienne
quand on montrait les migrants sous le pont, quelqu'un disait on est en Algérie, on se croirait en Afrique, comme si l'Afrique ne fait pas partie de l'Algérie. Et nos politiques y ont été de manière brutale en disant finalement c'est des délinquants. Bon, il ne faut pas être naïf, il y a effectivement des réseaux, les analystes le montrent, hein, il y a des réseaux, il y a de l'interférence avec des réseaux mafieux, mais on ne peut pas, généraliser, étiqueter, stigmatiser, montrer du doigt tous les migrants en disant sont des mafieux. On appelle ça la théorie de l'école de Copenhague. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur ça, sur le langage performatif, c'est-à-dire de ce que le langage produit comme action finalement. Pour ce qui est de l'Algérie, je dois dire, et je suis dans le regret de voir que les associations, la société civile a réagi ou réagit très tardivement. Moi, j'avais suivi les débats au Maroc, il y a eu des associations au Maroc. Au Maroc, on a créé des associations de migrants qui défendent le point de vue des migrants. Et il y a des procédures de régularisation, mais on pourrait en parler autrement, parce que là aussi, il y a un usage de ça, qui est un usage politique, pour montrer un petit peu ce que peut le Maroc par rapport à sa nouvelle stratégie, point de vue de l'État. Mais s'agissant de manière générale du rapport aux migrants, et notamment de l'État algérien par rapport au rapport aux migrants, on sait que par rapport même à ces migrants, la dernière loi est une loi qui criminalise l'immigration. La logique européenne, c'est d'externaliser ces politiques et de négocier au cas par cas, disons, ces formes de containment par les pays. L'Algérie a été un dernier pays à entrer dans ce jeu, mais il y est rentré et il a été encore plus dur que les autres pays. Aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs que l'Europe, et c'est dit, hein, c'est même clairement dit, l'Europe et l'Italie négocient avec des groupes terroristes. Depuis quelques mois, il n'y a plus beaucoup d'arrivées en Italie parce qu'elle a externalisé, délocalisé, et même il y a eu une ouverture d'un consulat dans ces régions aujourd'hui. Ils n'ont même pas d'ambassade. Ils ont ouvert un consulat, je crois, à Zenten, ou ils n'ont pas d'ambassade à Tripoli. Donc c'est pour négocier avec des groupes radicaux ou des groupes qui peuvent le faire, ce containment. L'État algérien était très ambigu vis-à-vis de l'immigration. L'immigration, c'est une chance, parce que là je reviens à Abdelmalek Sayad, le grand sociologue algérien, qui disait finalement l'immigration est perturbatrice de l'ordre national, en tant qu'elle montre une autre voie d'émancipation que la voie par l'État. C'est-à-dire, elle permet à des individus de se réaliser autrement que par l'État-nation. Elle déstabilise notamment les États-nations du Sud qui veulent la contrôler. On l'a vu dans l'immigration algérienne, à travers l'amicale des Algériens, et puis après elle s'est émancipée. Et aujourd'hui, il y a aussi des volontés de constituer des lobbies ou un lobby algérien. Donc l'État a envie ou a besoin de contrôler cette immigration parce qu'elle pose des questions qui ne se posent pas du point de vue interne. Et dans ça, elle est à contrôler. Alors l'État, en fait, est pris dans cette ambiguïté et développe des discours nationalistes ou crypto-nationalistes. Et c'est véritablement un dernier point sur cette question que je voudrais soulever ici. C'est-à-dire qu'il définit, et on le voit dans notre société, il définit ce qu'est être le bon national, ou ce qu'est cette nouvelle idéologie nationale, et d'une certaine façon le territoire, les frontières, etc. Or, aujourd'hui, dans ce contexte de génération, on est dans des phénomènes de transnationalisation, de circulation tous azimuts. Les Touaregs couvrent plusieurs États. Le Mali, le Niger, le Burkina, la Libye, la Tunisie, l'Algérie. Les Peuls, par exemple, selon un chercheur sénégalais, sont disséminés sur toute la bande qui va du Sahel à la Damouage, presque au Soudan. Et donc, ces gens-là circulent, il y a des liens, il y a des relations matrimoniales, il y a des échanges économiques, etc. Établir une barrière dans le désert, c'est illusoire. Le désert, c'est plus un lien, finalement, comme la mer, que quelque chose qui est du désert. Pour conclure, je voudrais revenir sur cette question de l'universalisme, du rapport universaliste. Ces nouvelles migrations, je disais, comme l'installation durable de populations, disons, issues du monde colonial, ce qu'on appelle aujourd'hui la post-colonie, hein, de leur naturalisation, mettent au cœur du débat la question, l'interrelation des processus socio-historiques contradictoires et décalés dans le temps. Ils mettent au centre la question de la modernité, de l'expérience réciproque de la modernité et celle des valeurs au fondement des pays démocratiques, celle des fondements de l'universalisme des droits de l'homme. Cette question des droits de l'homme, elle est au centre du débat, aussi bien au nord et au sud. Hein. On observe ainsi donc une tension permanente entre impératifs stratégiques des États
et considérations morales et éthiques, qui se concluent le plus souvent comme dans les dernières négociations avec la Turquie, qui se conclut donc par la primauté des premiers, c'est-à-dire les considérations stratégiques l'emportent sur les considérations éthiques et morales. La Turquie aujourd'hui, l'Europe a vendu son âme avec la Turquie par de l'argent. Et Erdogan joue sur ça pour dire si vous commencez à m'ennuyer, je laisse tout le monde passer. Ou je vous disais tout à l'heure pour la Libye. Donc les considérations éthiques ont disparu. Et où l'on passe l'exclusion des habitants, des citoyens dans des espaces nationaux, de leur marginalisation par des pratiques politiques obsolètes, à une mondialisation exclusive qui célèbre la circulation des capitaux et résiste à celle plus libre des hommes. Au-delà de la rhétorique du nombre et des flux, il faudrait que nous n'abdiquions pas, je crois que c'est ça la question principale aujourd'hui, comment faire, comment mobiliser les sociétés, d'intervenir dans ce moment précis, dans ce contexte. Vous le voyez, on mobilise les gens sur le climat et l'environnement, et donc la question des migrations peut être aussi une question qui doit mobiliser le monde pour avancer dans la fraternité, dans la solidarité. Il y a donc à prendre ces phénomènes de migration et d'exil à travers ce qu'un philosophe a qualifié d'identité partagée. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Donc, je passe la parole à Salim Chenna, je rappelle qu'il est chercheur associé au laboratoire des Afriques dans le monde et auteur d'un ouvrage, Les traversées migratoires dans l'Algérie contemporaine. Bonjour tout le monde, merci. Alors j'envisage mon intervention plutôt comme une succession de points de questionnement, de problématiques ou d'éclairage sur certains aspects des enjeux très différents posés par les différentes formes de migration. Et je ferai peut-être quelques petits parallèles avec l'étranger. Alors je vais introduire mon propos par quelques remarques générales autour de cette diversité des mobilités humaines transnationales en Algérie. Et cette diversité des mobilités, elle amène aussi une diversité des enjeux, des actions, des difficultés que peuvent rencontrer les migrants. Déjà, il y a différents enjeux qui sont posés par les migrations. Sayad disait déjà que le fait migratoire, c'est un fait social total qui touche toute la société, tous les domaines de la vie humaine. Il y a des enjeux socio-économiques, culturels, politiques et bien sûr humains ou humanitaires. Les difficultés rencontrées par les migrants concernent aussi bien l'accès aux soins, l'accès au logement, l'accès au travail dans de bonnes conditions et bien sûr aussi fondamentalement l'accès au droit d'asile qui est de plus en plus remis en cause aussi bien au nord qu'au sud de la Méditerranée. Cette diversité des mobilités humaines, elle renvoie aussi à une diversité de normes, de règles qui traversent la société. Il y a des normes, comme l'a dit M. Kadri, des normes morales, mais il y a aussi des normes légales qui peuvent être à la fois nationales, mais aussi internationales, notamment dans le cas toujours du réfugié. Il peut aussi y avoir des accords régionaux. Les communautés économiques en Afrique, comme par exemple la CEDEAO, garantissent la libre circulation des ressortissants à l'intérieur des territoires de la CEDEAO. Et en fait, ils rentrent dans la clandestinité une fois qu'ils arrivent dans les pays du Maghreb. Et donc se pose la question, pour nous ici au Maghreb, quelles sont les normes régionales qui peuvent permettre d'encadrer et plutôt d'accompagner les mobilités, parce que les Maghrébins bougent aussi à l'intérieur du Maghreb. Donc ces normes-là, elles sont aussi très diverses. Les migrants sont aussi en contact avec des acteurs qui sont aussi très différents, avec des individus dans la société, avec les forces de sécurité qui les poursuivent, avec des administrations s'ils doivent faire des démarches, avec des employeurs, avec des logeurs. Ils sont aussi en contact avec différentes institutions. Alors bien sûr, à commencer par l'État, mais aussi la société civile, dont on a un bon exemple ici. Aussi dans les familles, il y a beaucoup de liens, des supports, des soutiens familiaux tout au long de la migration. Cette migration, c'est avant tout donc une mobilité, une traversée d'espace, et elle traverse aussi des espaces sociaux différents. Il y a la question de la migration dans l'espace public. Les subsahariens sont obligés de se cacher, se déplacent plutôt la nuit, en tout cas dans les périodes précédentes, tout un tas de techniques, de stratégies pour se déplacer dans l'espace public. Il y a aussi l'espace du monde du travail. Les immigrés dans le monde du travail ont une position particulière, généralement bien sûr une position de dominé. Il y a la question du couple, il y a énormément de mariages mixtes qui existent, y compris en Algérie avec des subsahariens, et on le voit plus récemment aussi avec des Chinois. Les migrants traversent aussi différents territoires, et ça pose la question de la frontière. Monsieur Kadri l'a dit, est-ce qu'une frontière, c'est censé être étanche ?
Est-ce que ça doit être un mur, une barrière, ou est-ce que c'est plutôt un point de contact? La Méditerranée n'a jamais été une barrière. Lisez Fernand Braudel, il l'a répété maintes fois. Idem pour le Sahara. Le Sahara n'a jamais été une barrière, au contraire. Alors, dans le temps long, il a un peu été éclipsé du fait du commerce transatlantique. Mais pensez aux caravanes, au commerce caravanier. Elles partaient de ce qu'est aujourd'hui le sud du Mali, par exemple, au XIIe, XIIIe siècle. Elles partaient du sud du Mali et pouvaient aller jusqu'à Tunis, jusqu'à Tripoli, jusqu'au Caire. Là encore, il y a un géographe français, Marc Cotte, qui a énormément travaillé là-dessus. Donc ça pose la question de qu'est-ce que sont les frontières et que doivent être les frontières. Il y a aussi la question qui avait été soulevée par maître Fatma Ben Braham, la question des eaux internationales. Quelle est la légitimité pour arrêter des personnes dans les eaux internationales sur lesquelles justement s'exerce aucune souveraineté étatique. Bien sûr, il y a aussi une diversité des pratiques ou des formes de la migration. Alors on oppose souvent migration régulière et irrégulière, mais il y a aussi les migrations des étudiants, celles des entrepreneurs, des commerçants. Bien sûr, celle des réfugiés. Et on oublie aussi souvent les migrations de retour, que ce soit les personnes qui sont expulsées ou les personnes qui reviennent, ou même on a aussi, par exemple, les descendants d'immigrés qui tentent de revenir investir dans le pays d'origine de leurs parents. Donc tout ça pour montrer qu'il n'y a pas une migration, une forme de migration, il y en a finalement autant que de migrants. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau académique, finalement, aujourd'hui, on connaît assez bien la migration, Monsieur Kadri l'évoquait, Sayad disait bien, voilà, les migrations, c'est un acte transgressif. Ça transgresse, ça s'oppose au nationalisme. Édouard Saïd parlait même de perte de la nation, de perte intime, du lien avec la nation, ce qui est encore plus concret dans le cas des réfugiés ou des apatrides. Chez Sayad, il y avait aussi cette dialectique entre le mensonge et l'aveu, cette idée que la migration est vue comme temporaire, mais en réalité, elle est plutôt définitive, en tout cas pour les anciennes formes de migration. Il y a bien sûr la question de la migration comme rapport de domination, comme dynamique d'intégration ou d'exclusion. Ce que les sciences sociales ont à dire sur les migrations, c'est déjà une chose, c'est qu'il n'y a pas une théorie des migrations. Il n'y a pas une discipline ou un auteur qui peut prétendre expliquer l'ensemble de cette diversité de mobilité humaine. En fait, chaque discipline s'y intéresse et apporte son regard particulier. On pourrait même finalement aller un petit peu plus loin et constater que quand on travaille, quand on s'intéresse aux migrations, finalement, regarder ce phénomène, ça en dit beaucoup plus sur les lieux qui sont traversés par les migrants, sur les États ou les sociétés qui sont traversés par les migrants, que sur les migrants eux-mêmes et sur la migration elle-même, qui, comme je vous le disais, est déjà assez connue en termes de cause, en termes de démarche, de représentation, de solidarité qui se crée ou d'expérience. La migration, ça informe sur les pays d'accueil beaucoup plus que sur les migrants eux-mêmes. Il y a peut-être aussi un point à avoir en tête, c'est que on a, dans les anciennes migrations, donc on avait souvent fait la distinction entre les pays développés qui sont des pays d'immigration de travail et les pays en voie de développement qui sont des pays d'émigration. Aujourd'hui, cette distinction n'est plus véritablement opérante du fait de la complexification des mobilités humaines et aussi de leur diversification. Donc finalement, il y a des enjeux assez proches, qu'on soit en Europe ou qu'on soit en Afrique. Deuxième remarque introductive, bien sûr, la question migratoire, c'est aujourd'hui une question éminemment actuelle, une question d'actualité. Ça renvoie aux enjeux de la représentation du phénomène. Parce que quand on parle de migration, on a tout de suite des images qui nous viennent en tête. Des bateaux surchargés, voire des bateaux qui coulent, des bus dans lesquels on entasse des migrants, des colonnes de migrants ou de réfugiés qui marchent. On a aussi des stéréotypes, comme l'a dit M. Kadri, sur les migrants. Le migrant subsaharien, il viendrait de la brousse. Les migrants algériens, ils viendraient du Djebel. Donc des émigrants ruraux qui seraient illettrés et qui seraient exclusivement des hommes ou des jeunes hommes. Et bien sûr, ça aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, M. Kadri a parlé des mineurs, on pourrait aussi évoquer les personnes âgées, des personnes de 50, 60, voire plus. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'avais lu dans le journal qu'un septuagénaire, voire octuagénaire, avait été arrêté par les gardes-côtes. Et bien sûr, la question des femmes, mais aussi la question des personnes handicapées. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit sur les enquêtes de terrain et qui existe aussi dans la presse. Et on a bien sûr, là encore, tout un tas d'idées reçues sur les migrants. C'est des délinquants, ils volent le travail des nationaux, ils refusent de s'intégrer. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut essayer un peu de battre en brèche. Surtout dans toutes ces représentations-là, comme l'a dit M. Kadri, il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux de domination qui existent. En désignant, en montrant du doigt une catégorie de personnes, on les met à l'index, on les met au banc de la société, on les marginalise. Et ça pose une question assez importante qui, à mon sens, nous touche ici en Algérie, c'est la question de la définition de soi. Comment est-ce que nous définissons par rapport aux autres? Dans cette politique sur les questions migratoires qui existe aujourd'hui ici, il y a, à mon sens, une tentative de normalisation
de mise aux normes de l'espace public, qui doit ressembler à l'image qu'on se fait de l'Algérie et des Algériens, alors qu'il y a des populations noires qui sont algériennes, et que l'Algérie a des liens très anciens et très forts avec ses périphéries sahariennes et subsahariennes. Cette question de la représentation aussi des migrants, c'est aussi une question de la représentation politique. Quelle est leur capacité politique pour agir, pour avoir la justice, pour défendre leurs droits? Qui les défend? Sont-ils capables? Sont-ils autorisés à se défendre eux-mêmes, à s'organiser? Ça aussi, c'est des questions que nous devons nous poser. Alors, je ne vais pas revenir, comme l'a fait déjà M. Kadri, sur ces changements des migrations qui sont liés au changement de l'économie politique internationale, avec les anciennes migrations de Noria, qu'on appelait les Noria, qui étaient définitives, qui étaient collectives, qui étaient sur un lieu particulier sur lequel on restait, donc dans lequel on se sédentarisait, et qui étaient liées au travail, voire à des réseaux familiaux. Aujourd'hui, on a une migration d'aventure et d'aventuriers. C'est le nom que se donnent eux-mêmes les subsahariens. Sylvie Bredlou a travaillé sur cette figure de l'aventure et de l'aventurier. C'est des trajets qui sont plus linéaires. C'est une succession de petites étapes qui se font. On peut avancer, revenir en arrière, se déplacer latéralement. Donc, c'est des déplacements qui aujourd'hui sont non linéaires, qui sont individualisés et qui se féminisent, qui peuvent être circulaires. Les personnes tournent, font des allers-retours dans un espace donné, et surtout, ce sont de plus en plus des migrations qui sont temporaires. L'ancrage est de plus en plus temporaire dans un lieu particulier. Dans ma présentation, je vais voir un peu les différentes échelles à partir desquelles on peut regarder ces questions migratoires. Alors, l'échelle finalement la plus élevée, la plus grande, c'est l'échelle macro-sociale, celle qui renvoie au système international et finalement à l'état du monde. Le système international, il n'y a pas d'institution internationale qui soit capable d'imposer sa volonté aux États. C'est ce qu'on appelle l'anarchie du système international, mais en même temps, il y a des inégalités entre les États, des inégalités économiques, des inégalités de puissance politique également. Donc le système international, il est anarchique, mais il est aussi hiérarchique. Alors bien sûr, il y a toutes ces questions des déstabilisations politiques et sécuritaires. Et ça, elles amènent déjà un problème ou une problématique, c'est le fait d'opposer le réfugié à ce qu'on appelle le migrant économique. Il y aurait un bon migrant acceptable, désirable, le réfugié parce qu'il fuit les difficultés et la guerre, et un mauvais migrant indésirable qui est le migrant économique, qui parfois essaie de se faire passer pour un réfugié, ça c'est des discours qu'on entend y compris parfois du HCR lui-même, et qui viendrait là simplement pour son intérêt personnel, pour prendre le travail des nationaux. Donc ça, c'est vraiment une distinction, à mon sens, qu'il faut essayer de dépasser. Donc les causes de ces mobilités-là, de ces déstabilisations-là, il y a ces interventions européennes soutenues par les États-Unis qui déstabilisent en Libye ou au Mali. On peut penser aux conséquences de cet élément-là sur la question syrienne, l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, entre l'Union européenne et un pays largement en voie de dérive autoritaire. Il y a bien sûr les mouvements djihadistes qui déstabilisent aussi ces régions. Dans le cas des printemps arabes, M. Kadri a évoqué la Tunisie. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des jeunes Tunisiens en France en situation irrégulière. Ils expliquaient une chose, c'est que dans les jours qui suivent la chute et le départ de Ben Ali, forcément, la police, les gardes-côtes, hop, tout le monde est aux abonnés absents. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils se sont tous précipités et ils sont partis et personne n'était là pour les en empêcher. Dans le cas des migrations transsahariennes qui existent en Algérie depuis 2013, celles notamment des Nigériens, il y a des enjeux qui sont à la fois sécuritaires et climatiques. Un certain nombre d'entre eux viennent notamment de la région de Zinder, qui était touchée par une sécheresse et qui est aussi touchée indirectement par la déstabilisation liée par Boko Haram. C'est une région de Zinder, elle est au sud du Niger. Donc voilà, il y a toujours une multiplicité de causes dans ces phénomènes. Il y a bien sûr aussi un autre enjeu, celui de l'exportation des politiques migratoires depuis l'Europe, avec cette fameuse politique européenne de voisinage. Donc le Maroc, la Libye et la Tunisie ont pris des lois entre 2003 et 2004. L'Algérie l'a fait en 2 temps, en 2008 pour l'entrée et le séjour des étrangers, en 2009 sur la question de la sortie illégale du territoire. Tous ces textes juridiques sont alignés sur les préoccupations, les intérêts, les volontés, les demandes européennes. Alors cette nouvelle génération dont parle M. Kadri, elle se définit fondamentalement dans la mondialisation. La mondialisation, c'est un rétrécissement du temps et de l'espace. Et donc, on voit une féminisation des migrations étudiantes de plus en plus forte, des travailleurs au chômage, des paysans sans terre, des commerçants, y compris des commerçants à la valise en Algérie, ou les aventuriers du XXIe siècle.
Et tout ça se place dans un contexte de dérégulation financière, d'ajustement structurel et de nouveaux moyens de communication. Les réseaux sociaux, les médias transnationaux contribuent à uniformiser les modes de vie et aussi à uniformiser les attentes des individus. Ce que souhaite un individu, qu'il soit congolais, algérien ou américain, finalement, c'est la même chose. Le travail, la famille, la dignité. Et tout ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, s'uniformise à l'échelle mondiale. Dernier élément à garder à l'esprit, c'est le côté transnational de ces migrations. Ça veut dire qu'il y a toujours des contacts qui restent avec le pays d'origine ou des liens communautaires entre les groupes migrants, entre différents pays, qui servent d'étape ou alors de relais commercial dans le cas des entrepreneurs. L'échelle inférieure, qui est probablement une des plus importantes, c'est l'échelle mésosociale, l'échelle moyenne, qui renvoie à l'État et aux sociétés nationales. Elle pose différentes questions. La question de la citoyenneté, la question de la société civile, la question des politiques publiques, la question des discours et des représentations des migrations. Concernant la question des politiques nationales, qui sont d'ailleurs aussi en lien avec les politiques internationales, dans le cas par exemple des étudiants étrangers maghrébins en Algérie, eh bien tout simplement ça dépend pour un certain nombre d'entre eux d'accords qui existent entre l'Algérie et leur état d'origine qui permet l'arrivée et l'accueil chaque année d'un certain nombre de ces étudiants dans les universités algériennes. L'Algérie peut les soutenir et les soutient parfois en leur offrant des bourses qui peuvent être complétées par les ressources familiales ou par des bourses de leur état d'origine. Donc il doit y avoir, et il y existe dans certains cas, des politiques qui permettent d'accompagner les mobilités. Dans le cas des travailleurs, par exemple, et des travailleurs marocains, dans le bâtiment par exemple, ou aussi dans l'agriculture, mais ici je parle dans le bâtiment, dans ce cas des travailleurs marocains, pour eux, il y a une difficulté d'avoir accès à l'emploi légal. Donc ça aussi, ça nécessite peut-être des adaptations en termes de politique publique, de l'accès aux documents administratifs, mais aussi de la facilité pour les employeurs de pouvoir les recruter dans des bonnes conditions, qui soient des conditions légales, qui leur garantissent des droits aussi bien aux travailleurs qu'à l'employeur également. Voilà. Alors la question aussi des migrations irrégulières renvoie là encore à des enjeux particuliers. Puisqu'ils n'ont pas d'existence légale, ils peuvent difficilement faire valoir leurs droits. Donc ça, cette question, comment peuvent-ils avoir accès aux droits? Lorsqu'il y a des violences, on l'a vu en 2005 à Oran, il y avait eu des violences, on l'a revu récemment dans certaines villes du Sud, dans des petits différends de rien qui dégénèrent en chasse à l'homme. Donc comment protéger les droits de ces migrants ou comment les accompagner dans ces démarches-là? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser, y compris d'ailleurs parfois dans la question des violences de la part des autorités. Dans la question des demandeurs d'asile, là c'est vraiment, alors tout simplement, la Convention de Genève a été ratifiée par l'Algérie. D'ailleurs, il y a une partie de la Convention de Genève qui a été reprise par l'Union africaine, qui a aussi été ratifiée par l'Algérie. Donc ça pose la question de comment accéder à ces procédures pour se faire reconnaître comme réfugié. Est-ce qu'il existe en Algérie cette question de la protection subsidiaire, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas reconnu comme réfugié, vous n'avez pas le statut administratif, légal, l'État peut quand même vous accorder une protection parce qu'il considère que dans votre pays d'origine, vous courez des risques sérieux pour votre sécurité. Donc ça aussi, c'est des choses à mettre en place. Comment fonctionnent ces institutions? En Algérie, il y a une antenne du HCR. Alors, elle s'occupe principalement des Sahraouis et des Palestiniens qui sont en Algérie, beaucoup moins des subsahariens. Et il y a cette question du BAPRA, le Bureau algérien pour la protection des réfugiés et apatrides, qui est quasiment inactif sur la question des réfugiés subsahariens. Donc, il faut se poser la question de comment faire fonctionner ces institutions. Est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre à jour le droit? Moi, j'ai lu dans la presse depuis quasiment une dizaine d'années maintenant, qu'il y a soi-disant une nouvelle loi sur l'asile qui est en préparation. Parce que tous les textes, à part les lois de 2008-2009, tous les textes qui existent en Algérie sur ces questions-là, en fait, ils datent de l'indépendance. Donc, ils ne sont pas forcément adaptés aux nouvelles réalités actuelles. Mais on fait des annonces, et pourtant, ces annonces ne sont jamais ou très rarement portées concrètement. Une dernière question qui se pose au Maghreb, ils ont essayé de le faire en Tunisie, je crois qu'ils n'ont pas réussi, c'est la question de la criminalisation des actes xénophobes et des propos xénophobes. C'est des choses qui doivent rentrer dans le code pénal de façon à ce qu'on puisse faire valoir les droits des personnes victimes de violences racistes ou de propos racistes. Alors il y a aussi la question de la société civile ici présente, qui est ce qu'on a appelé le délit de solidarité. Il y avait un prêtre dans la région d'Oran qui avait eu quelques soucis. Faut se poser la question, quelles sont les possibilités d'action dans un contexte comme ici de cette société civile? Comment peut-elle avoir accès à des moyens
pour faire des actions? Comment peut-elle s'insérer aussi dans des réseaux internationaux? C'est quelque chose qu'aujourd'hui qui est très important. Monsieur Kadri a parlé du Maroc, les associations marocaines comme le GADEM qui est spécialisé sur les migrants et même les associations informelles, elles sont informelles, les associations de migrants subsahariens au Maroc, elles sont insérées dans les réseaux militants internationaux, avec la CIMAD par exemple en France ou Caritas en France et en Europe. Donc ça c'est une question à laquelle il faut se poser. Alors tout n'est pas noir en Algérie, la création de la plateforme migrants en 2015 a été véritablement à mon sens un élément positif dans ce qu'on appelle l'action de plaidoyer, l'action de sensibilisation. Peut-être aussi faudrait-il développer l'assistance humanitaire directe aux personnes qui en ont besoin. Alors, l'échelle mésosociale, elle renvoie aussi à la question de la structure sociale, on pourrait dire de la culture politique ou de l'identité nationale, même si c'est un terme contestable. Dans quelle mesure une société est-elle disposée à accepter la diversité culturelle, ethnique, linguistique? Dans quelle mesure est-elle capable d'accepter, d'intégrer, de cohabiter avec des personnes différentes, des personnes qui viennent de l'étranger? Ça aussi, c'est un questionnement que nous devons avoir. Et c'est donc ce qui renvoie à l'image de soi, comment nous nous définissons, qui va déterminer la façon dont nous pourrons interagir et accepter avec l'autre, avec l'altérité. Et donc, c'est ça qui va déterminer les possibilités d'intégration des individus. Une question qu'on peut se poser aussi, c'est comment est-ce qu'on peut accéder à la nationalité? Comment est-ce qu'une personne présente depuis longtemps en Algérie et qui souhaite y rester, comment peut-elle avoir la citoyenneté algérienne et intégrer définitivement, officiellement, la communauté nationale? Ce sont aussi des questions que nous devons nous poser. Dernier point, c'est sur cette échelle mésosociale, ça renvoie à des images sociales et politiques. Et ça va contribuer à déterminer l'attitude, les comportements des sociétés vis-à-vis des migrants, les questions de xénophobie et de racisme. Dans la presse, on peut voir deux grandes images des mobiles. L'exilé qui est considéré comme victime du sous-développement, victime de l'ajustement structurel, victime du néocolonialisme et de l'impérialisme. Ou alors l'exilé qui est une menace pour l'ordre public, la sécurité, la santé publique. On connaît tous le refrain. Et ça s'implique aussi au harga algérien. Parfois, la question de la harga a pu être utilisée par certains journalistes pour contourner les règles de censure informelle du champ médiatique en disant, voilà, les hargas partent parce qu'ils sont mécontents de la situation sociale et politique qui existe en Algérie. Mais on a aussi pu les considérer comme menaces. On dit qu'ils sont délinquants. C'est des délinquants qui essaient de fuir la justice, que ce sont des mauvais patriotes qui font honte à l'Algérie. Alors que moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était militaire dans les années 90, qui a combattu le terrorisme, qui a été blessé dans des attaques et qui a été contraint de faire la harga. Donc voilà, il y a cette ambivalence des images, mais dans les deux cas, qu'il soit victime ou qu'il soit menace, les discours officiels et les discours médiatiques vont toujours dans le sens des intérêts de l'État et des intérêts des institutions. Je dois dire que j'ai remarqué quand même une légère inflexion depuis 2011 dans le discours médiatique, notamment à partir de l'agression ignoble d'une Camerounaise à Oran, qui avait été mise en avant par le Snap-Up, je crois. Première fois qu'un tel fait faisait la une, notamment sur El Watan, notamment aussi avec l'arrivée des médias électroniques et peut-être aussi d'une nouvelle génération de journalistes. Il y a une petite amélioration du traitement des questions des migrations subsahariennes. On donne un peu plus la parole aux migrants, on s'intéresse un peu plus à leurs difficultés, etc. Donc ça aussi, c'est des choses qui évoluent, peut-être trop lentement, mais en tout cas, elles évoluent. Les États-Unis, pays d'immigration par définition, par excellence, mais aussi pays où existe un racisme populaire et un racisme institutionnel, structurel très fort, qui trouve ses racines dans les origines historiques. Donc il y a toujours une ambivalence qui existe dans ces questions migratoires. Dans le cas algérien, il faut se poser la question, il faut revenir à l'histoire. Quel est le lien de l'Algérie avec ses périphéries sud? Ou, comme l'a dit une chercheuse française, Farida Souya, quel est le lien entre la contestation politique et l'émigration? Elle considère que l'émigration est un acte de contestation politique. Donc voilà un certain nombre de questionnements à nous poser. Et donc je vais terminer sur l'échelle micro, l'échelle individuelle, qui est peut-être la plus pertinente pour véritablement comprendre le phénomène. En fait, comme le disait M. Kadri, l'individualisation des nouvelles migrations font que ces projets migratoires s'insèrent dans les trajectoires personnelles des individus. Dans le cas des étudiants mauritaniens que j'ai pu rencontrer, par exemple,
Ça s'inscrit dans des stratégies familiales, des stratégies de reproduction sociale familiale ou au contraire des stratégies d'autonomisation des jeunes qui veulent se faire leur propre vie sans compter sur les ressources familiales. Ça dépend aussi par exemple de leurs résultats au bac. Selon la note qu'ils ont au bac, ils vont avoir accès à certains pays, à certaines universités, à certaines formations et pas à d'autres. Ça renvoie aussi à l'évolution interne de la Mauritanie, qui est en train de devenir un pays minier. L'exploitation des mines et des hydrocarbures commence à s'y développer depuis une dizaine, quinzaine d'années. Et donc, les étudiants mauritaniens viennent en Algérie étudier le génie civil et le génie des mines pour espérer revenir travailler dans ce secteur en expansion dans leur pays. Les études en Algérie peuvent aussi être vues comme une étape. Pour les Marocains qui viennent travailler ici dans le bâtiment, quand ils sont au Maroc, ce sont des salariés. Ils dépendent d'un patron avec un niveau de revenu limité et surtout ils ont des compétences. Et quand ils viennent en Algérie, ils trouvent la possibilité d'être auto-entrepreneurs, d'être leur propre patron, donc de vraiment maîtriser les conditions de production de leur travail pour prendre une vieille formule. Et ils trouvent aussi la possibilité d'avoir beaucoup de travail. L'Algérie, c'est un pays en perpétuelle construction. Et donc, il y a énormément d'opportunités d'emploi, donc d'opportunités d'économie, d'épargne, qui, dans leur projet migratoire, leur permettrait de revenir au Maroc et, une fois au Maroc, de devenir patron, d'avoir leur propre entreprise. Donc voilà comment ces mobilités s'insèrent dans les trajectoires personnelles des individus. Cette mondialisation qui fait que les jeunes aujourd'hui veulent l'autonomie, ils veulent faire leur propre vie d'eux-mêmes, tout ça aussi, ça prend cadre dans l'affaiblissement des liens et des solidarités communautaires traditionnelles. Sayad disait dans son 3e âge de l'émigration algérienne, la communauté algérienne s'autonomise, ce qui fait qu'il y a moins de remises, il y a moins de renvois d'argent, ce qui peut ramener à développer de nouvelles formes d'émigration. Ensuite, il y a bien sûr, notamment dans le cas des réfugiés, alors on parle bien sûr des réfugiés de guerre, mais bientôt on aura des réfugiés climatiques et on en a déjà un peu. L'Algérie, elle est dans le Sahara et le Sahara, il ne cesse de s'agrandir. Donc ça aussi, il faut y penser. Je vais terminer en évoquant 2 points. La première, c'est que dans l'étude des migrations, il faut passer du quantitatif au qualitatif. Les migrations sont porteuses de changement social. Elle crée ce qu'on appelle de l'hybridation culturelle, donc des nouvelles cultures, un mélange entre les cultures qui est toujours un progrès. Et bien sûr, elle appelle aussi le développement économique avec des nouvelles compétences et des compétences complémentaires entre les pays. Sayad nous disait que l'émigration était un fait social total et il avait bien raison. On pourrait essayer de les approcher aussi comme un fait politique ou plutôt comme un fait politisé par des acteurs qui essaient d'ailleurs de le sécuritiser, d'en faire un problème sécuritaire. Guise de proposition, comme piste de recherche, on pourrait peut-être essayer, en tant que fait politique, de revenir à un certain internationalisme, à une certaine cosmopolitique mondiale, et ça me semble être quelque chose d'assez algérien, l'internationalisme. C'est quelque chose que nous connaissons bien, donc il faudrait peut-être renouer avec cette tradition-là, avec cette école cosmopolitique. Je pense à Kant, à l'abbé de Saint-Pierre, qui ont essayé d'imaginer des systèmes politiques qui permettent aux États de vivre en paix tout en gardant leur spécificité nationale et en favorisant les échanges entre les sociétés. Je vous remercie.